decision. Your mind is the new battleground. Est-ce que vous êtes déjà demandé si votre téléphone vous écoutait? Vous avez jamais vu une pub sur le net de quelque chose que vous avez jamais cherché mais qui montrait exactement ce que vous aimeriez avoir? Les gens se demandent d'ailleurs, mon téléphone lit dans mes pensées sur le net ou mon ordi m'espionne et écoute mes conversations? Et la réponse c'est que votre téléphone n'est pas un téléphone. Je vous mets une petite vidéo. This is not an iPhone. This is a $3 trillion military-grade lethal weapon aimed straight at your brainstem. If you're watching this, it's because your most primal needs and impulses are being weaponized by... Votre téléphone est le résultat de recherche qui capture votre attention et c'est le résultat d'une telle asymétrie de pouvoir que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes récolté. The bottom line is this. You are being fucking harvested and no one is coming to save you. On récolte le max d'infos sur vous, on vous surveille 24 heures sur 24 et en échange, on vous connaît tellement bien qu'on arrive non seulement à prédire des choses sur vous mais aussi à modifier votre comportement. Et Internet of Things va faire exactement pareil. Ici, il vous explique en toute détente que Amazon peut anticiper vos besoins et même prédire grâce à sa super IA ce que vous voulez acheter sur base de votre profil, votre âge, votre sexe, votre situation économique et constitue des stocks en avance. Hours, days, or even weeks before you actually log on, ensure that your local warehouse is stocked with appropriate quantities of stock you're likely to consider buying. D'ailleurs, il serait tellement fort qu'Amazon a pu prédire qu'il allait avoir un besoin de masques en janvier 2020. In January 2020, for instance, Amazon's algorithm correctly anticipated high incoming demands for face masks. And, well, we all know what happened there. Non, je crois que ça c'est autre chose. Mais on n'en est pas au stade de vous envoyer des pubs, on en est à un niveau complètement différent. Internet va disparaître, c'était ce que disait Eric Schmidt, le patron de Google en 2015. Je vous mets un extrait. Ouais, c'est World Economic Forum. C'est toujours au World Economic Forum qu'on entend des trucs pareils, je sais pas pourquoi. Very simply that the internet will disappear. The internet there'll be so many IP addresses because of IPv6. Donc il dit qu'il y aurait tellement d'adresses IP, de senseurs, de choses que vous porterez sur vous, vous le sentirez même pas, ça ferait partie de votre présence tout le temps. C'est une progression qui a l'air naturelle. On avait les ordinateurs qui remplissaient des pièces entières, et puis après on a eu le desktop avec les énormes écrans, et puis après maintenant on a l'ordinateur portable, le smartphone. On aurait dû se méfier depuis que Klaus Schwab du World Economic Forum en parlait d'Internet of Things. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Les wearables avec son accent. Ouais, je m'en étais pas trop inquiétée parce que bon, une montre connectée ou un accessoire de jogging, ça semblait complètement anodin, mais je me plantais. Le concept, c'est quoi? Imaginez des instruments qui sont toujours allumés, toujours connectés, qui mesurent toutes les choses animées, inanimées, et qui rendent en continu votre activité, vos rues, votre bureau, votre parking, votre cuisine, votre voiture, votre lit, jusqu'à votre corps. Et vous me direz, bah, on sait, Momochi, on est déjà tracé, de toute façon, c'est pas nouveau. Alors pourquoi on t'écouterait? Ben, le truc, c'est que on a complètement dépassé le niveau du traçage. On nous emmène dans un monde où la technologie va être le guide et votre vie privée, votre libre arbitre n'existeront plus. On appelle ça le capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff, que je vous conseille et ça dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Mais d'abord, pourquoi cette idée d'objets connectés partout? Pour ça, il va falloir faire vos valises. On va faire un petit voyage dans les Galapagos, il y a 60 ans. Alors c'était une expédition scientifique des biologistes, des ingénieurs, physiciens, électroniciens qui voulaient observer le comportement des animaux sauvages des Galapagos et leur chef s'appelait Stuart McKay. Mais comme les animaux ont cette désagréable habitude toujours d'être libres, si on les capturait, qu'on les mettait dans un zoo, leur comportement était plus le même. Donc les chercheurs se sont dit qu'il fallait trouver un autre moyen et ils ont conclu que la surveillance était le prix de la connaissance et ils ont utilisé quelque chose qu'on appelle la télémétrie. C'était quoi? Ils mettaient des senseurs très petits commandés par radio pour ne pas que l'animal s'en rende compte. Il l'endormait et le plaçait sur lui ou dans lui et un transmetteur radio envoyait les données sur l'animal et quand il le relâchait, il continuait de vivre comme d'habitude. Voilà. Et l'équipe a publié ses recherches, leur comportement, le déplacement des animaux, tout ça a été rendu comme de l'information. Et ça montrait l'opportunité d'étudier des espèces entières, mais aussi des animaux
qui sont dans des lieux inaccessibles. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est ça, aujourd'hui, nous sommes les animaux. Et maintenant, les régions inaccessibles d'observation, ça va être votre cuisine, votre chambre à coucher, votre voiture ou votre cerveau. Vous savez, c'était quoi l'autre étape? Les scientifiques parlaient d'un processus inverse qui ferait pas que de la surveillance, mais qui pouvait aussi optimiser le comportement des animaux, et ils appelaient ça de la téléstimulation. Mais pour que ça fonctionne, il faut que toute la surveillance et l'extraction d'informations se fassent à votre insu. Je vous ai expliqué dans mon émission précédente sur le Dead Internet comment Google avait découvert le potentiel de la surveillance grâce à vos recherches sur Internet. Allez la voir si vous n'avez pas vu. Et suite à ça, Google est passé de gentil moteur de recherche à étendre les moyens de récolter des informations. Ils ont proposé des emails gratuits. Comme par hasard, on apprend quelques années plus tard qu'ils avaient le droit de lire vos emails privés. Ouais, c'était dans leurs conditions générales. Vous savez, le truc que personne ne lit jamais. Non mais c'était pas grave. Ils disaient que c'était juste pour trouver des mots-clés dans vos emails, pour vous envoyer des pubs un peu plus ciblées. Ouais. Donc on parle d'une intrusion sans précédent dans votre vie, mais ça passe parce que Google a dit qu'ils étaient désolés. Et on va voir que c'est systématique. Vous avez une intrusion, une habituation, et après, si vous vous plaignez trop, on s'adapte et puis on redirige le produit. C'est un cycle. Et l'idée, c'est que tout ce qui est librement accessible aujourd'hui, il faut accumuler au max, puis on verra par la suite ce qu'on peut en faire. Mais pour surveiller les gens, il faut avoir une carte. La carte crée le territoire. Il y a un certain pouvoir à dessiner une carte, parce que celui qui trace les frontières définit le territoire. Si vous n'êtes pas sur ma carte, vous n'existez pas. Et Google, justement, avait cartographié Internet en indexant les pages web. Donc, ça semblait naturel qu'il veuille maintenant relier le monde virtuel et le monde réel. Et ça a commencé en achetant une start-up de mapping d'images de satellites, le projet Keyhole, financé par la CIA. Et puis c'est devenu Google Earth en 2005, et le même mois ils ont aussi acquis une société qui allait devenir Google Maps. Donc bien sûr c'était purement à vocation philanthropique pour faciliter votre vie, puis ils ont mis Google Street, les petites vues en panorama de vos rues, avec ces petites voitures qui avaient des caméras sur le toit, vous vous rappelez, pour avoir une représentation virtuelle la plus proche possible de la réalité. Donc vous avez sûrement entendu parler qu'avec Google Street, il y a eu plein de plaintes parce que des gens se sont retrouvés pris en photo. Mais je vais même pas vous parler de ça, parce qu'on vous dit pas trop. Les voitures de Google Street scannaient les adresses, mais aussi les Wi-Fi des maisons là où elles passaient. Ouais, c'est ça, les réseaux Wi-Fi, avec l'adresse de la maison, mais rassurez-vous, parce que Google a dit qu'ils ont fait ça totalement par accident. Et que c'était du vieux code et qu'ils n'ont pas collecté beaucoup de données, qu'ils vont tout effacer et que de toute façon Microsoft faisait pareil. Sachant que ça a été découvert parce que c'était une demande d'audit de l'autorité de protection des données allemande. Heureusement qu'ils ont posé la question. Et il a fallu plusieurs procès, un énorme backlash à l'époque sur la vie privée. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous pouvez aussi détecter la présence d'une personne dans une pièce grâce à des scans de Wi-Fi. Ouais, là, c'est une étude du MIT. Bon, ils ont fait plein de mesures, tests et de calibration. Mais bon, je digresse. Google Maps est toujours là. D'ailleurs, ils vont faire une vision en 3D. Je vous mets un petit extrait de leur dernière démo. And it's an entirely new way to look at my journey. I can zoom in to get an incredible bird's eye view of the ride. Ils disent vouloir montrer le trafic en temps réel, des bouchons, vous allez penser que c'est pratique, et puis un jour peut-être qu'on rajoutera votre tête en temps réel en reconnaissance faciale, qui sait. Vous savez qui d'autre a eu cette idée de cartographier Internet ? La NSA, avec le projet Treasure Map. C'est un document PowerPoint qui était révélé par Snowden qui montrait qu'il voulait créer une carte en temps réel, interactive d'Internet. Basée sur les infos des routeurs, ça avait collecté les réseaux Wi-Fi, les données de géolocalisation, entre 30 et 50 millions d'adresses uniques, pour révéler le lieu et le propriétaire d'un ordinateur, un téléphone ou un routeur. Bon, à l'époque, c'était vieux, c'était des petits Nokia, des trucs comme ça qui se promenaient, mais... Vous voyez l'idée, et c'était déjà d'il y a quelques années, imaginez ce qu'on a maintenant comme outil. Ils sont mignons quand même, parce que les officiels de renseignement à l'époque disaient que non, mais c'était pas pour la surveillance, et de toute façon il y avait trop d'adresses IP à suivre, c'était juste pour comprendre les réseaux d'ordinateurs. Une fois que vous avez cartographié le monde, il faut passer une nouvelle frontière, et c'est l'intérieur des bâtiments. Et
Ils ont essayé avec Google Glass, vous vous souvenez, il y a quelques années? C'était ces lunettes qui avaient une mini caméra et qui vous mettaient des informations sur le verre un peu en mode réalité augmentée. C'était très avancé, trop avancé pour leur temps et ça a fait un méga flop à l'époque. Heureusement, parce que les gens ont senti cette intrusion et ils avaient un réflexe de défense quand ils voyaient des gens porter ces lunettes-là. Personne n'avait envie d'être filmé en permanence ou enregistré. Google a fini par retirer ces lunettes, mais maintenant vous avez Facebook qui tente un retour de ces lunettes en 2023. Ouais, ils collaborent avec Ray-Ban pour avoir l'air cool. Bref, on espère qu'ils feront un flop aussi. Créer un nouveau type de société, il faut que tout le monde soit embarqué dedans. Ce genre de société qu'on a vu pendant 2 ans, celle où il fallait un QR code pour pouvoir prendre un train, aller au restaurant, ou rentrer dans un centre commercial ou un hôpital, vous l'avez vécu. C'est pas parce qu'on en est sorti maintenant que ça va disparaître pour toujours, non. L'urgence sanitaire a servi à faire accepter ces concepts-là. On n'a plus qu'à nous vendre ça comme si c'était quelque chose d'efficace, que c'est le futur, que c'est plus pratique, que vous aurez plus de sécurité avec ça. Appelez ça une société post-humaine, mais c'est exactement le genre de société décrite par, comme par hasard, le livre du Grand Reset de Klaus Schwab. Ouais. Il y a aussi un autre aspect avec ce casque Vision Pro de Apple. Vous connaissez la réalité virtuelle, là on passe au niveau supérieur, c'est la réalité augmentée. Donc on va rajouter des images superposées à ce que vous voyez chez vous. On mélange le monde réel avec un monde virtuel. Je vous en ai déjà un peu parlé, on le voyait avec les filtres TikTok qui rajoutaient une couche sur votre visage. Mais là, c'était juste pour vous amuser et vous habituer à l'idée. Le niveau d'après, c'est que en ajoutant des éléments dans votre vue, on est en train de redéfinir la réalité, la notion de l'espace. Alors vous trouvez ça peut-être cool, mais je vois directement où ça nous emmène. Je vous mets une petite vidéo d'un monsieur au World Economic Forum. There's going to be people of means who are going to travel, and then there's going to be people maybe who of lesser means who might actually be able to use an Oculus or a Magic Leap or some other kind of device to travel to the same place, but from their own couch. Qui explique que certains partiront en vacances à la plage, mais que d'autres avec moins de moyens resteront chez eux pour prendre leurs vacances de manière virtuelle. Ouais, vous trouvez ça ridicule, mais je pense que c'est ce qui va venir. À terme, si on arrivait à créer un système style métaverse où on ajoute le son, le toucher, des odeurs à la réalité augmentée ou réalité virtuelle, est-ce que vous croyez que les gens vont la refuser? Je pense pas. Et je pense que les gens préféreront peut-être même vivre dans une simulation que dans le monde réel. Ouais, voilà comment on va vous habituer à mélanger votre réalité avec un monde augmenté. Peut-être qu'à terme, c'est pour nous faire accepter de vivre dans une cave sans fenêtre pendant que votre casque vous donnera l'impression d'habiter à Tahiti. Ouais, Ready Player One, ça vous parle, le film? Bah ouais, si vous ne possédez rien, faudra bien un moyen de vous rendre heureux.